Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. On vous accompagne en direct et pendant tout l'été sur Sud Radio, la radio qui vous fait vivre ces Jeux Olympiques dans tous leurs états, mais également les Jeux Paralympiques qui arrivent d'ici la fin du mois d'août. On est toujours en compagnie de Clément Arion. Rebonjour mon cher Clément. Rebonjour. Et de Jules Boscherini qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Mais pour le moment, et ça, croyez-moi, en coulisses, ça a été une épreuve olympique de réussir à l'accueillir avec nous au standard. Élise Anker, psychologue du sport, bonjour. Bonjour. J'ai déjà été ravi d'accueillir des personnes au téléphone, mais vous, encore plus, parce qu'en plus, c'est un sujet passionnant. Beaucoup d'athlètes se sont exprimés publiquement sur leur dépression, comme Camille Lacour, encore très récemment, qui ont très mal vécu leur fin de carrière, ou même, on va dire, la période qui suit les Jeux Olympiques, où on n'a plus tout cet engouement, on n'a plus le soutien des Français, on n'est plus médiatisé, on n'a plus le même rythme, où il y a même eu la tennisman Naomi Osaka, également, qui a vécu cette grande dépression, et même les Français, on le voit, sont totalement déprimés par cette période post-Jeux Olympiques, donc forcément vous êtes la personne idéale. Oui, Élise Ankert, durant ces Jeux Olympiques, on a évidemment vécu beaucoup de succès de nos athlètes français. Comment on gère un petit peu ce retour à la réalité ? Oui, le retour à la réalité peut être effectivement difficile. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, l'intensité émotionnelle qui est vécue aux Jeux Olympiques et le chemin pour y arriver. Les chemins de qualification, les chemins de sélection sont différents pour chacun. Il y a des personnes, je pense au judo par exemple, extrêmement difficiles. Les numéros 1 de la KT, ils sont que une personne à y arriver quand même, dans des très très hauts niveaux, par exemple. Donc au niveau de l'intensité vécue, au niveau de tout ce qui a été fait en amont, et au niveau de OK, et après, quel sens en fait a ma vie après cet éclatement de limites physiques et psychologiques, cette redescente en fait de toute la pression qu'il peut y avoir, que ce soit interne ou externe. Comment la personne le sportif de très haut niveau va réguler ses émotions, revenir au calme, retrouver des garde-fous pour continuer sa route, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous conseillez ? Il faut faire une petite pause, une petite trêve après ces JO pour ces athlètes ? Alors, ce qui est fait habituellement, c'est que les sportifs partent en vacances. Bien mérité, quand même. Bien mérité, bien sûr, qui ont besoin de couper. Ça, c'est le terme qui est habituellement employé. En revanche, ils ont aussi des obligations médiatiques ou des sollicitations auxquelles ils ont besoin et envie de répondre. Ça fait aussi partie de la descente. On l'a vu plus que jamais durant ces dernières semaines. Durant Paris, bien sûr. Oui. Donc, les sportifs ont besoin de se retrouver, ont besoin de parfois se remémorer, se répéter ce qui a été fait, ce qui a été peut-être passé, à ce à quoi ils sont passés à côté. Parfois, si c'est joué à quelques secondes, parfois si c'est joué à un geste, parfois si c'est pas joué à grand chose pour réussir l'objectif final. Donc, il y a toute cette période de comment je me récupère psychologiquement, que ce soit dans des très grandes réussites ou que ce soit dans peut-être des échecs ou des déceptions plutôt. Et la réussite ou l'échec, c'est qu'est-ce qui est plus facile à vivre finalement après en post-Jeux Olympiques ? C'est plus facile quand on a réussi quand même. On aurait tendance à dire que c'est plus facile quand on a réussi, bien sûr. Quand même. En revanche, il peut y avoir un sentiment de vide, peut-être inattendu, ou peut-être comme si en fait le mirage qui était tant attendu, en fait n'est qu'un mirage et que ça ne comble pas autant que prévu, que attendu, ou en tout cas une sorte de sensation de traversée du désert, tout d'un coup, une sorte de bulle qui s'estompe. Oui, et puis il y a une atteinte d'un idéal qui a quand même, c'est le projet d'une vie, c'est un engagement qui est total, que ce soit physique, émotionnel, c'est quand même une prise de risque physique et psychologique en permanence. Et donc, dans le sport qui atteint cet idéal, ok, et après maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Comment je me récupère ? Qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je continue pour une autre Olympiade ? Est-ce que je choisis d'autres voies d'accomplissement ? Puis il y a toute cette renaissance dans une forme d'anonymat aussi, qui est forcément en fait quelque chose de facile, que surtout quand on atteint des sommets quand même de dépassement et d'intensité, tels que ce qu'ils vivent. Mais Élise Ankert, psychologue du sport à l'INSEP, est-ce que, on va dire, cette notion de l'accompagnement psychologique des grands athlètes, c'est démocratisé ? On a parfois l'impression que c'est finalement un grand chemin solitaire avec seulement un coach, un effort surhumain, une mentalité d'acier. Est-ce qu'on démocratise assez le fait qu'en fait ce sont aussi des humains qui peuvent avoir des périodes, on va dire, de chute, des périodes d'égarement, des périodes où ils ont besoin d'être vraiment accompagnés de façon solide sur le plan psychologique ? Oui, alors
effectivement, la dimension psychologique se démocratise. La psychologie, en fait, n'est plus, ou en tout cas, elle est beaucoup moins associée à la pathologie, parce qu'un grand champion, en fait, est la même personne qui peut faire une médaille d'or et une dépression. Donc ça, c'est important de prendre en compte que la dimension mentale, c'est global, qu'on s'adresse à des émotions, qu'on s'adresse à des personnes qui prennent un chemin risqué, et que donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, en fait, s'entourer. Il y a des sportifs qui estiment d'en avoir pas besoin parce qu'ils se sentent suffisamment entourés par leur entourage, leurs proches, leur entraîneur. Et d'autres, en fait, qui font appel à des psychologues pour pouvoir mieux se connaître, développer des stratégies d'adaptation au stress, développer des ressources sur le long terme. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une ouverture et ça, c'est quand même très riche. Léon Marchand parlait de son énorme travail, notamment au niveau mental, avant ces Jeux et même quand il était aux États-Unis. Est-ce que les athlètes font de plus en plus appel à vous aussi ? Alors oui, on est quand même en sous-effectif de ressources psychologiques. Par rapport à la demande. Par rapport à la demande et par rapport au territoire. Là, je parle du point de vue INSEP Paris. Moi, je pense à tout le territoire où c'est quand même pas du tout les mêmes équipements. Et puis, il y a des fédérations qui sont très sensibilisées sur ce sujet et qui donc mettent des ressources humaines, c'est-à-dire des psychologues, des préparateurs mentaux à la disposition des sportifs. Il y a des territoires comme les maisons de la performance régionale qui sont absolument sous-dotés en personnes qui peuvent accompagner des sportifs, notamment très jeunes. Ça commence très jeune, les accompagnements. C'est important quand même de souligner ça. La nécessité du chemin, c'est quand même un long chemin. La route est longue avant d'arriver aux Jeux Olympiques et semée d'embûches. Voilà. Et on a parlé de Camille Lacour, notamment, qui a récemment parlé de sa fin de carrière, de sa dépression. Est-ce que vous conseillez aussi aux sportifs d'en parler, de ces moments de doute, de ces moments un petit peu plus difficiles ? Est-ce que c'est conseillé aussi d'en parler au grand public ou pas ? Bien sûr que c'est conseillé. C'est conseillé parce que finalement, ça dédramatise et ça quand même. Et ça les rend humains. Ça les rend humains. C'est assez. Et puis aussi, on s'accepte tel que l'on est. Quand il y a des chemins d'exigence très très élevés, il y a quand même une quête de perfection qui coûte. La médaille a un prix. Les chemins de haut niveau ont un prix psychologique. C'est pas un chemin qui en fait est de tout repos. Il y a forcément des hauts et des bas. C'est une aventure émotionnelle. Il y a des contre-performances, il y a des sélections, des non-sélections, des blessures, des rechutes, et on n'a pas le choix que de se relever pour continuer à être sportif de haut niveau. Alors oui, il faut bien sûr partager, en fait, parce que en partageant les émotions, finalement, on n'est pas seul dans le vécu intérieur. Et puis ça permet à d'autres sportifs d'avoir tout à fait, de se donner le droit de demander de l'aide, parce que finalement, en fait, on ne se suffit pas à soi-même en tant qu'humain, et les sportifs y compris. Merci beaucoup, Elise Anguert, psychologue du sport. Merci d'avoir été avec nous aussi longtemps et surtout merci d'avoir couru de votre maison où c'était compliqué de vous joindre à un point parfait pour notre liaison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour nous parler parfois du blues très brutal que peuvent avoir les athlètes. Et c'est bien pour ça que cette émission s'appelle Les Jeux Olympiques dans tous leurs états, parce que vous saurez tout et vous savez tout désormais de ce qui se passe dans les coulisses du sport et de ce que vous voyez à la télé. On vous retrouve, Jules Boscherini, pour votre chronique à Qu'est-ce qui s'est passé il y a un certain temps. On remonte le temps, c'est ma chronique préférée de cette émission, Maxime. Tous les jours, Jules, vous nous parlez d'une performance qui a marqué les paras. Et on prend la direction des bassins et de l'Australie aujourd'hui. C'était lors des Paralympiques de Sydney en 2000. Et plus qu'une seule performance, on va s'attarder sur les jeux exceptionnels d'une Française. C'est la nageuse Béatrice S, atteinte dès la naissance d'une forme de sclérose en plaques dégénérative. Alors vous allez nous raconter tout ça, mais dites-nous-en déjà un petit peu plus sur cette nageuse. Pour commencer, Béatrice S, c'est 5 participations aux Jeux Paralympiques, en 84 à New York, en 88 à Séoul, 96 à Atlanta, Sydney en 2000 et enfin Athènes en 2004. Sur cette période, elle ne manque que les Jeux de Barcelone en 92, mais surtout, et j'insiste sur le surtout, elle remporte 26 médailles, dont 20 en or, ce qui en fait la Française la plus titrée de l'histoire des Jeux Paralympiques. Véritable reine de sa discipline, la nageuse alsacienne explose tous les records. Et j'imagine que c'est pour ça que vous vous attardez sur les Paralympiques de Sydney.
Sydney. Exactement Clément, vous avez tout compris. En Australie, elle s'adjuge 7 fois l'or, mais aussi 9 records du monde. Des jeux ahurissants pour Béatrice Hesse qui bat donc le record du monde sur le 50 mètres papillon, 50 mètres dos, 50, 100 et 200 mètres libres, entre autres. La liste est beaucoup trop longue pour vous la donner entièrement. Presque... Merci championne. Elle se paye même le luxe de battre par 2 fois son propre record mondial lors de ces Jeux de Sydney, alors qu'elle les a déjà battus pendant les épreuves. Presque trop facile, finalement vraiment exceptionnel cet athlète qui a, je suppose, contribué à faire connaître les Jeux paralympiques. Et bien évidemment, c'est aussi grâce à elle que l'on parle pour la première fois des Paralympiques à la télévision. C'est en 96, elle vient de remporter 6 médailles d'or à Atlanta et Jacques Chirac, président de la République à l'époque, prend une décision, celle d'accorder la Légion d'honneur aux médaillés paralympiques au même titre que les médaillés olympiques. Elle prendra sa retraite à l'issue des Jeux d'Athènes en 2004 après 2 nouvelles breloques en or et 3 en argent. Merci beaucoup. Il y en a un qui mérite la médaille d'or parce qu'il est inépuisable, parce qu'il est phénoménal, monsieur. Personne n'arrive à le fatiguer. C'est Jules Boscherini. Merci beaucoup, mon cher Jules. On vous retrouve naturellement demain pour les Jeux Olympiques. Avec plaisir. Dans tous leurs états. Merci aussi à vous, Clément Harion, d'avoir participé à cette émission une fois de plus, d'avoir réussi à nous faire vibrer durant ces Jeux et de continuer à faire vibrer les auditeurs avec cette émission Les Jeux Olympiques dans tous leurs états. Demain, on revient 12h, 13h avec une championne exceptionnelle, un parcours de vie dingue, Tiffany Huot-Marchand, ancienne participante aux Jeux Olympiques d'hiver en patinage de vitesse et qui a été tétraplégique à cause d'un incident en compétition en 2022 et qui vient de réussir à terminer le marathon pour tous. Ça sera demain avec nous en direct entre midi et 13h. Nous, on se retrouve à la même heure. Vous êtes toujours sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.